Salut tout le monde, c'est Capet. Au vu de ce qui se passe en ce moment dans le monde, donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine et tout ce qui va s'en suivre, on peut se poser la question légitime, est-ce qu'on peut bannir Bitcoin? Alors dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer que Bitcoin, on ne peut pas le bannir en tant que tel. En revanche, un tas de choses peuvent être faites pour empêcher les gens d'utiliser le Bitcoin. Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de Bitcoin en tant qu'unité de compte et en tant que moyen de paiement. Et je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce que je ferais si j'étais une entreprise ou des gouvernements pour empêcher les gens justement d'utiliser le Bitcoin. Comme ça vous donne des idées de ce que vous devez faire pour essayer de protéger vos Bitcoins. C'est parti. Donc aujourd'hui dans ce format vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir un petit peu qu'est-ce qui constitue Bitcoin de l'intérieur à la suite de son lancement par Satoshi Nakamoto pour essayer d'identifier justement les points de résistance et de faiblesse de Bitcoin. Donc quand je parle de Bitcoin, je parle de la monnaie mais aussi du protocole parce que Bitcoin c'est tout un ensemble, ce n'est pas seulement une monnaie, c'est aussi un système de paiement. À la différence de ce qu'on connaît aujourd'hui avec la monnaie euro par exemple qui peut être représentée sous forme de pièces et de billets mais aussi sous forme de monnaie électronique quand c'est sur un compte bancaire ou sur PayPal ou sur Revolut, etc. etc. Sur Bitcoin, c'est tout en même temps. C'est la monnaie et le moyen de paiement. Donc, qu'est-ce qui définit Bitcoin en tant que tel? Eh bien, ce sont les utilisateurs, les développeurs, les mineurs et les nœuds qui contribuent au réseau. Donc, chacun contribue à sa façon, justement, à ce qu'est Bitcoin aujourd'hui. Et donc, il faudrait attaquer individuellement chacun de ces acteurs pour pouvoir tuer définitivement Bitcoin. C'est là où je vous ai dit en intro que c'est compliqué de bannir Bitcoin. Donc, on va s'intéresser au cas des mineurs. Alors, les mineurs, c'est quoi leur rôle? Leur rôle, c'est tout simplement, à chaque fois, de se faire une compétition entre tous les mineurs de Bitcoin pour trouver la solution à une équation. Cette solution, elle est en réalité très bête, mais elle nécessite beaucoup de puissance et elle nécessite aussi beaucoup d'énergie, du coup. C'est pour ça que les écolos ont un petit problème avec ça d'ailleurs. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'en fait, il est impossible, en tout cas en l'état, de synthétiser cette puissance de calcul. Il faut automatiquement du matériel pour pouvoir répondre à cette équation. Et en fait, plus il y a de compétition, plus il faut de matériel, donc forcément, plus il faudra d'énergie. Donc c'est vrai que c'est une course à la consommation d'énergie. Ce qu'il y a d'intéressant en fait dans le cas des mineurs, c'est qu'ils sont répartis un petit peu partout dans le monde. Donc je vous laisserai en description le document que j'ai fait. Là, je me penche sur l'analyse de l'université de Cambridge qui nous permet d'identifier en fait la répartition des mineurs de Bitcoin un peu partout dans le monde. Et on peut voir qu'on en a en Russie, on en a au Kazakhstan, on en a au Canada, en Amérique. Donc là, je cite les plus gros bien entendu, mais en réalité, il y en a à peu près partout. Et pourquoi c'est important qu'il y en ait partout? Parce que ça veut dire que tant qu'il y aura au moins 2 personnes qui se partageront le livre de compte Bitcoin, la fameuse blockchain, eh bien Bitcoin continuera de subsister. Donc il faudra attaquer individuellement et couper du réseau chacun des mineurs partout dans le monde. Donc se pose la question en fait, il faut couper Internet, ce qui est un petit peu compliqué. Également, donc là, on a la puissance minière qui est représentée. On peut aussi s'intéresser au cas de la répartition du hash rate de Bitcoin, puisqu'en réalité, les mineurs de Bitcoin font des groupes en passant par des pools. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une addition de la puissance de calcul de différents acteurs pour faire comme s'il y avait un super ordinateur qui permet de répondre aux équations à chaque fois. Et on peut effectivement s'imaginer que certaines de ces pools qui sont listées à côté de ma tête soit attaqués par les gouvernements, donc soit via des services secrets, des saisies directement chez les personnes qui managent ces pools, voilà, parce qu'il y a bien des employés, il y a bien des gens qui s'occupent de ces pools, soit en faisant passer des lois, ce qui fait que forcément, les personnes qui s'occupent de ces pools auront peur des répercussions potentielles à la suite de nouvelles lois. Voilà. Mais tant que l'appareil, il y aura des pools hébergés un petit peu partout dans le monde avec des lois qui diffèrent et qui ne vont pas à l'encontre de Bitcoin, ça subsistera. Donc il faudrait en fait qu'il y ait des lois qui soient anti-Bitcoin absolument partout. Et il faudrait qu'il y ait une saisie des mineurs de Bitcoin absolument partout. Vous l'avez compris, c'est très très difficile. On s'intéresse maintenant à la question des nœuds, qu'on confond souvent avec les mineurs de Bitcoin. Alors, vous voyez dans le tableau à côté de ma tête, il y a marqué Mining Nodes, Full Nodes et Light Nodes. Nous, on va vraiment s'intéresser aux Mining Nodes et aux Full Nodes. Donc un nœud complet ou full nodes, eh bien tout simplement c'est un serveur, donc ça peut être un téléphone, un ordinateur ou du matériel spécialisé qui va stocker l'intégralité de la blockchain
et qui va être en capacité d'émettre des transactions Bitcoin et aussi, eh bien, parce qu'il stocke toute la blockchain, il aura tout l'historique de transactions. Donc il va s'assurer que toutes les informations sont conformes. Tandis qu'un mineur de crypto-monnaie, lui, son rôle, eh bien, comme je vous ai dit juste avant, c'est tout simplement de répondre à la fameuse équation dans le but de trouver la solution et de récupérer les frais de transaction Bitcoin et les nouveaux Bitcoins créés. Donc il y a une petite différence et il y a une dualité de ces deux acteurs. On peut voir aussi le Lightnodes pour vous en parler rapidement. Un Lightnode, c'est vraiment un nœud très léger qui n'héberge pas tout l'historique de transactions Bitcoin. Il va s'en remettre justement à un nœud qui n'est pas léger, un nœud complet pour vérifier l'historique de transactions et émettre les transactions. Donc en fait, si le monde n'était composé que de nœuds légers, ça ne marcherait pas. L'intérêt d'un nœud léger, justement, c'est qu'on n'a pas à télécharger 300 gigas de base de données Bitcoin pour pouvoir s'interconnecter au réseau Bitcoin. Donc voilà, c'est un côté pratique, le nœud léger. Le nœud complet est donc nécessaire pour garder la conformité de la base de données Bitcoin, la fameuse blockchain. Et c'est pour ça qu'on peut voir qu'il y a énormément de nœuds dans le monde, avec une grosse concentration en Amérique, en Europe et en Asie. On en a très peu en Afrique, très peu en Amérique du Sud. Mais c'est quelque chose qui peut potentiellement changer parce qu'en réalité, contrairement au mining où il faut, comme je vous ai dit, de la puissance de calcul, beaucoup d'énergie, etc. pour répondre à la fameuse équation, un nœud ne nécessite en réalité pas grand-chose. Il faut un petit téléphone ou un petit matériel spécialisé ou un petit Raspberry Pi. Voilà, donc des choses qui peuvent coûter potentiellement des dizaines d'euros, les connecter à Internet, les alimenter avec un petit peu d'énergie et on peut en propager absolument partout en réalité. On peut en propager même dans l'espace s'il le faut, si on arrive à le connecter à Internet via différents moyens. Donc, en plus des mineurs, il y a les nœuds. Et là, pareil, pour pouvoir tuer Bitcoin, il faudrait couper tous les nœuds. Donc clairement, il faudrait couper Internet et couper tous les réseaux parallèles à Internet pour être sûr que les nœuds soient off. Mais même après ça, potentiellement, on pourrait trouver des moyens de s'en sortir en créant de nouveaux réseaux parallèles qui permettraient de reconnecter les nœuds entre eux. Maintenant, on s'intéresse au cas des développeurs de Bitcoin parce que après que Satoshi Nakamoto ait créé et lancé le Bitcoin, c'est devenu un projet communautaire, c'est devenu un projet ultra démocratique en réalité. Parce qu'il y a plein de développeurs, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux et on ne claque pas des doigts et on push des mises à jour comme ça. Il y a toujours en fait d'abord un consensus entre les différents développeurs. Donc les développeurs vont proposer des mises à jour, ils vont être soumis à différentes formes de vote. Et ensuite, elles vont être pushées sur Bitcoin. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails par rapport à ça parce que c'est vraiment compliqué, ça nécessiterait une vidéo à part entière. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a énormément de contributeurs de Bitcoin. On en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Certains ont reçu des menaces d'ailleurs parce qu'ils étaient peut-être un peu trop engagés dans Bitcoin. Mais voilà, tant qu'il y aura des contributeurs de Bitcoin, tant qu'il y aura des développeurs, eh bien, on pourra continuer de faire évoluer Bitcoin, de le protéger si jamais on identifie des potentielles failles de sécurité par rapport aux ordinateurs quantiques, par exemple, pour n'en citer qu'une. Donc voilà, potentiellement, là c'est pareil, empêcher tous les êtres humains de la planète de vouloir contribuer à l'évolution de Bitcoin, c'est quand même compliqué. À présent, on va parler des utilisateurs de Bitcoin, mais aussi les acteurs autour de Bitcoin qui sont un peu liés aux utilisateurs en réalité. Je les mélange un petit peu. En fait, il faut bien identifier quand est-ce que vous êtes en possession directe de vos Bitcoins et quand est-ce que vous êtes en possession indirecte de vos Bitcoins. C'est-à-dire que vous placez votre confiance à un acteur tierce qui interagit avec vos Bitcoins. Donc en fait, il y a une reconnaissance de dette. Voilà, c'est-à-dire que théoriquement, à tout moment, vous pouvez récupérer vos bitcoins, mais tant que vous ne les avez pas récupérés, vous n'avez qu'une dette de ces bitcoins. Vous allez voir où je souhaite en venir. Donc, en fait, les acteurs à risque autour du BTC, il y en a plusieurs. Il y a les solutions logicielles sur téléphone, sur PC, qui permettent d'interagir avec la blockchain Bitcoin. Il y a les solutions aussi matérielles. Je pense à Ledger, Trezor, Satoshi, etc. Il y a plein de solutions matérielles qui permettent d'interagir avec Bitcoin. Et souvent, ces solutions matérielles, elles sont mises à disposition par des entreprises qui, du coup, ont des comptes bancaires, ont des chefs d'entreprise, doivent respecter des lois et potentiellement, sous la pression, peuvent être traqués. Donc c'est quelque chose qui n'a pas encore... ça n'est pas arrivé encore, mais c'est quelque chose auquel il faut penser. Il y a un potentiel risque avec les wallets matériels. Je ne suis pas encore en capacité de vous dire lesquels, mais j'avoue que je vous ai tourné cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai aussi un petit fond de paranoïa. Voilà, donc ensuite j'ai listé les échanges centralisés, donc les Bitcoin, FTX, Kraken, Coinbase, etc., qui potentiellement, sous la pression
des gouvernements vont bloquer une partie de leurs utilisateurs, voire l'intégralité de leurs utilisateurs. Donc, je pense qu'ils vont militer. Hein. Binance a dit non, je ne suis pas d'accord. Kraken aussi, Coinbase aussi. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur. Donc, justement, les Binance, les Coinbase, les Kraken, quand vous avez des bitcoins chez eux, ce ne sont pas des vrais bitcoins. Ce sont des reconnaissances de dette. Tant que vous n'avez pas sorti vos bitcoins de ces plateformes, ils ne vous appartiennent pas vraiment. Donc, si jamais il y a une censure qui tombe, il y a une loi qui tombe avec effet immédiat, voire rétroactif, eh bien, potentiellement, vous pouvez perdre vos bitcoins. Et ça, il faut en être totalement conscient. Et c'est pareil avec les échanges décentralisés ou la finance décentralisée. En réalité, quand vous avez des bitcoins qui sont wrappés, c'est-à-dire que c'est une représentation de vos bitcoins sur la blockchain Ethereum ou autre, donc c'est pas des vrais bitcoins, c'est des bons pour bitcoin, c'est des reconnaissances de dette. Là encore, il peut y avoir des potentiels problèmes. Donc on peut voir les plus gros holders de wrapped bitcoin qui sont Maker, Compound, AAVE et sûrement certains exchanges décentralisés, je pense à Uniswap entre autres. Eh bien, il faut s'assurer que ces exchanges décentralisés ou applications décentralisées le sont vraiment. Donc ça nécessite de votre part, en fonction des différentes solutions que vous utilisez, de faire votre petite recherche pour voir quels sont les potentiels risques. J'espère que je ne vous ai pas perdu ou fait trop peur avec toutes mes explications. S'il y a certains points qui sont flous, voilà, si c'est pas très clair pour vous, vous me le dites aux commentaires. Eh bien, par exemple, Capet, tu as parlé de ça à un moment donné. C'est quoi le risque selon toi? Et on en rediscutera dans des futures vidéos et même des live stream Twitch. Voilà, donc la vidéo commence à être plus longue que prévu. Moi, ce que je voulais que vous compreniez bien, c'est qu'en fait, attaquer Bitcoin en tant que tel, c'est vraiment très compliqué. Mais on peut cependant s'attaquer à des acteurs qui interagissent avec Bitcoin pour essayer de rendre Bitcoin potentiellement et à court terme plus faible, voire le tuer. Alors pourquoi je dis potentiellement? Parce qu'en fait, en réalité, Bitcoin a toujours été attaqué par des médias, par des politiques, par certains types de lois et de régulations, mais à chaque fois que Bitcoin est attaqué, il en ressort toujours plus fort. Et donc la question de « et si Internet se coupe, on fait quoi ?» Eh bien, il faut savoir que potentiellement, il pourrait y avoir d'autres réseaux qu'Internet qui propagent Bitcoin. C'est le cas d'ailleurs de Blockstream Satellite qui propage via réseau satellite le Bitcoin. Mais il peut y avoir plein d'autres types de réseaux et je pense que plus le Bitcoin va être menacé et plus il va y avoir d'initiatives pour rendre le Bitcoin absolument indestructible. C'est pour ça que honnêtement, j'ai pas très peur. J'ai pas très peur quant à l'avenir de Bitcoin. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est justement la dépendance aux acteurs tierces qui gardent vos Bitcoins parce qu'en réalité, plus on avance dans le temps, plus les petits nouveaux choisissent la solution de facilité, et j'en fais partie, hein, en passant par des exchanges, en passant par des applications DeFi, etc. Mais en réalité, si ça pue ne serait-ce qu'un tout petit peu, et je trouve qu'avec la situation actuelle géopolitique et les menaces de régulation qui arrivent, ce serait bien de garder au moins une partie de vos bitcoins à froid, directement sur des solutions logicielles, donc des wallets type Bitcoin Core ou des solutions matérielles type Ledger et Trésor, parce que moi je me sens personnellement encore aujourd'hui en sécurité avec des hardware wallets type Ledger, Trésor, Satoshi, etc. etc. Je cite pas les autres noms parce qu'il y a plein de solutions logicielles hardware. Je suis pas sponsorisé pour vous donner les noms Ledger, Trésor et compagnie, c'est juste les premiers noms qui me reviennent à la tête. Voilà, donc si Internet se coupe, eh bien réseau parallèle. Et conclusion, Bitcoin est presque indestructible parce qu'à chaque fois qu'il est attaqué, il redevient plus fort. C'est comme un virus. Bitcoin se propage et plus il se propage, plus il devient puissant. Donc moi je suis assez confiant. J'espère que ce format vidéo en tout cas vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de Krill pour d'autres vidéos de vulgarisation autour des crypto-monnaies. Laissez-moi un petit commentaire s'il y a des choses qui sont pas tout à fait claires pour vous. Et moi je vous dis à samedi prochain. Ciao tout le monde.